Bon les amis, est-ce qu'il y a des chômeurs dans le chat? Des gens au chômage? Oui, évidemment, bien sûr. Je sais que j'ai un public de pauvres et de chômeurs, je le sais. Je le sais, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Parce que... je vais rentrer direct dans le vif du sujet, mais... Bon, globalement, on attend Macron sur de grandes annonces aujourd'hui, paraît-il, ce soir même d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, je vais checker. Macron annonce 13 juillet. C'est TF1 qui nous le dit. Quand? Ça a peut-être même déjà eu lieu en fait. Ça a peut-être même déjà eu lieu. De toute façon, s'il y a bien un truc que j'ai appris dans ma vidéo sur les archives, c'est que Emmanuel Macron il fait jamais de très grandes annonces dans ces moments-là. La caméra a pris, effectivement. Ouais, c'est bon, j'arrive. C'est pendant le discours aux armées, donc je sais pas quand c'est censé être maintenant, non? Bon, peu importe, j'ai pas vu grand-chose de popé dans l'actualité immédiate. Donc, a priori, s'il a parlé pourtant, donc bon, bref, c'est des annonces qui sont des annonces qui nous concernent pas, bon, bref, peu importe. Ce qu'il y a de sûr, c'est que par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que François Bayrou va entamer la semaine à venir, avec avec sa copie pour le budget. Et ce qui est sûr, c'est que il cherche a priori à faire 40 milliards d'économies, ce qui est assez substantiel, on va pas se mentir, c'est même beaucoup. Et donc, sur ces 4 milliards sur ces 40 milliards d'économies, il y a a priori un sujet sur lequel, en tout cas, François Bayrou compte revenir, c'est la question du chômage. La question du chômage. Alors, faut savoir que l'assurance chômage a été réformée il y a pas longtemps. Je crois que la dernière réforme est rentrée en vigueur genre le 31 ou le 1er janvier 2023, un truc comme ça. On était à 24 mois de on était à 4 mois de cotisation pour recharger ses droits et on pouvait cumuler jusqu'à 24 mois d'assurance chômage. Ça a été réformé pour être porté à 18 mois maximum d'indemnisation pour au moins 6 mois de cotisation. Ce qui a d'ailleurs, et ça je l'ai lu dans Challenge, figurez-vous, non, dans Capital, pardon, qui est quand même plutôt pas un journal de gauche, que la réforme de l'assurance chômage, cette réforme-là, donc, a bien appauvri les demandeurs d'emploi. Savoir que la pauvreté progresse en France, notamment du fait de cette réforme. Aujourd'hui, 15% de la population est concernée par la pauvreté, c'est une personne sur 6. Une pauvreté qui frappe avant tout les chômeurs et les inactifs, notamment voilà à cause de cette réforme, bien sûr, évidemment. Donc on rappelle que le seuil de pauvreté, c'est ce qui correspond à être inférieur à 60% du revenu médian. Donc sous le seuil de pauvreté, c'est les personnes qui gagnent moins de 1288 € par mois ou 1932 € mensuels pour un couple. Je suis en train d'apprendre du coup que nous sommes sous le seuil de pauvreté, tiens. Ici, nous sommes actuellement sous le seuil de pauvreté, puisque Maïtana n'arrive pas à retrouver du travail. À part un CDD là pour un mois, et nous en ce moment, comme je vous ai dit, le chiffre d'affaires est en train de baisser. Discussion que j'ai eue avec le banquier il y a quelques jours d'ailleurs. Il va falloir que j'ai de nouvelles discussions avec le banquier au cours du mois de juillet. On est beaucoup dans cette situation, et tout particulièrement les demandeurs d'emploi. Donc selon l'INSEE, ce sont les inactifs, dont les étudiants et les chômeurs, qui sont les plus représentés parmi les pauvres, avec un taux de pauvreté de respectivement 37,3% et 36,1%, soit 2 fois la moyenne nationale. Ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les salariés et les retraités. Les retraités s'en sortent aussi très très bien. Les retraités s'en sortent par exemple bien mieux que les indépendants. Le taux de pauvreté des indépendants est de 19,2%, alors qu'il est de 6,6% pour les salariés.
Dans les indépendants, ça compte à la fois le patron de la PME du coin, comme l'auto-entrepreneur qui fait des livraisons Uber. Hein. C'est large. Hein. C'est ceux qui sont en auto-exploitation, on va dire, ou exploitent les autres. Donc, le taux de pauvreté chez le chômeur a pris quasiment 1 point, là, depuis la réforme de l'assurance chômage, en réduisant la durée d'indemnisation de 25%, forcément, ça allait avoir cet impact. Donc ça, c'est Capital qui nous le dit. Hein. C'est Capital. Et donc, dans cette période-là, dans ce moment-là, ressort l'idée, et c'est Gabriel Attal qui mène l'offensive, l'idée selon laquelle il faudrait réformer à nouveau l'assurance chômage. Il faut savoir, alors ça, je vous le dis, j'ai été regarder les chiffres de c'est qui actuellement les gens au chômage, et c'est quoi les motifs de radiation. Il faut savoir que une personne sur 10 qui sort des inscrits de France Travail, c'est par radiation. Une personne sur 10. Et parmi cette personne sur 10, dans 2 tiers des cas, c'est parce que c'est rendez-vous non honoré avec le conseiller, et dans l'autre tiers des cas, c'est ne cherche pas assez de travail. Voilà. C'est parce que les motifs de radiation maintenant. La plupart du temps, ce sont des hommes, plutôt des hommes, quasiment 2 tiers des gens sont des hommes, plutôt moins diplômés, potentiellement bénéficiaires du RSA pour 1/5 d'entre eux. 28% de ces personnes ont moins de 25 ans. La plupart sont non diplômés, la plupart n'ont d'ailleurs pas d'enfants. Et sont situés dans les quartiers prioritaires. Donc c'est ça les profils des gens qui sont actuellement qui sont les chômeurs ciblés par les suspensions. Bon, surprise, hein, évidemment. Dans ce contexte, donc dans un contexte où François Bayrou cherche de l'argent, et on va faire la liste des solutions qu'il a pour nous trouver de l'argent, vous allez voir, c'est pas triste. Gabriel Attal est revenu à la charge, que Gabriel Attal, autant vous dire que ça fait, il cherche toutes les petites trous de souris pour essayer d'incarner une forme d'alternative à Bruno Retailleau, à Gérald Darmanin, à Emmanuel Macron même d'ailleurs, et on est quand même sur un mec qui a les dents longues. Il est censé être l'aile gauche, de l'REM, et voilà que Gabriel Attal remet le couvert avec l'assurance chômage. Gabriel Attal est revenu avec sa nouvelle version de l'assurance chômage qu'il a envie de forcer auprès de François Bayrou. Une réforme qu'il avait déjà proposée avant la dissolution, mais qui du coup revient sur le tapis, mais en pire. Gabriel Attal propose qu'on ne soit plus à 18 mois, mais à 15 mois d'indemnisation maximum, et qu'on ne cotise plus pendant 6 mois, mais pendant 8 mois maximum pour pouvoir devenir chômeur. Et ça, normalement, ça devait concerner que les moins de 57 ans, et là, ça concernerait même les moins de 55 ans, parce que c'est censé ne pas pénaliser les seniors, les électeurs et les REM, très très concrètement. Donc, évidemment, c'est le concours de celui qui sera le plus de droite pour essayer de contenter leur électorat de droite, notamment leur électorat de retraités. Tout ça dans un contexte où, on va le voir, une bonne partie des mesures qui sont préconisées par les différentes institutions en France, ou les différents organismes, les différentes associations, touchent les retraités. Notamment les abattements fiscaux auxquels ils ont le droit, les niches fiscales auxquelles ils peuvent prétendre. Faut savoir actuellement que les retraités ont plus de reste à vivre en moyenne que les actifs. On vit mieux aujourd'hui de sa retraite que du travail en France. Ce qui est un problème. Voilà, ce qui est un problème. Alors c'est structurel, c'est pas qu'une question de montant, c'est aussi une question de les retraités ont pour beaucoup acquis leur résidence à une époque où ça ne coûtait pas très cher, les ont remboursés, voire même en ont acquis plusieurs. Donc, une partie de ces retraités sont aussi des rentiers, faut aussi le dire. C'est corrélé avec d'autres statistiques, qui est par exemple l'âge moyen de l'achat d'une voiture neuve en France qui a tendance à reculer. C'est de plus en plus vieux, on était à 57 ans, je crois que maintenant nous sommes à 59 ans. Donc les actifs ont de moins en moins les moyens d'acheter de l'immobilier ou des voitures par exemple, qui sont des produits de consommation concernant les voitures qui sont pas vraiment des produits de consommation, mais qui sont des produits dont on a besoin dans une voiture, dans une société qui dépend de la voiture. C'est de plus en plus cher. On en a parlé plein de fois ici, mais acheter une voiture, c'est de plus en plus cher.
là où avant vous pouviez mettre au maximum 12 mois, vous mettiez au maximum 12 mois de salaire minimum de SMIC de côté pour pouvoir acheter une voiture neuve, ce que personne ne faisait, hein, mais bon, aujourd'hui il faut à peu près 18 mois. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc on a fait x 1,5 quand même. Et sans parler du coût de l'énergie, etc. Bon, peu importe. En tout cas, pour éviter de taper sur les retraités, Gabriel Attal propose de taper sur les demandeurs d'emploi, avec l'idée, évidemment, c'est de favoriser le travail, mais surtout, cette réforme permettrait d'économiser quelques 4 milliards d'euros, ce qui est démentiel, ce qui est énorme, et ce qui correspond d'ailleurs à peu près, ces 4 milliards d'euros, aux dépenses supplémentaires dans la défense à venir. Puisque du coup, il a été annoncé que sur la période 2024-2030, pardon, il va devoir être dépensé 413 milliards d'euros dans l'armement, ce qui nous porte à peu près à 2,2% du PIB à issue 2030. En tout cas en termes de prévision, en termes de projection, mais si on fait une moyenne lissée sur les 6 ans, ça veut dire qu'on doit à peu près dépenser 68 milliards. Actuellement, on est à peu près à 64. En tout cas, cette année, je crois, ou l'année dernière, on était à 64. Donc, cette réforme de chômage permettrait de compenser à peu près ce qu'est l'augmentation du budget de l'armement et de la défense. Gabriel Attal est de droite. En tout cas, Gabriel Attal sait que le moyen de se distinguer politiquement, si jamais il veut capitaliser sur le camp qui l'a propulsé ministre, c'est des vieux de droite. Mais bon, à la course de celui qui sera le plus à droite, c'est l'un des moins bien placés. Alors, l'idée, c'est peut-être aussi de la part de Gabriel Attal, mais alors il faut savoir, est-ce que c'est le plan machiavélique de si jamais tu jettes ça dans les... En gros, ce serait un peu comme la grenade dégoupillée qu'on lancerait dans les jambes de Bayrou, en cela que si Bayrou veut ménager les retraités, et qu'il est obligé de s'en prendre des actifs, et qu'ils s'y prennent fort, il risque d'en payer le prix par des manifestations et dans la rue. Et donc François Bayrou tombera. Et Gabriel Attal a envie de faire tomber François Bayrou, a priori. En tout cas, soit il aimerait bien prendre sa place, en tout cas il a envie de se positionner comme successeur, il a surtout pas envie que ni François Bayrou le soit, ni aucun ministre du gouvernement de François Bayrou puisse l'être. C'est un peu l'idée. Alors moi, ça c'est ce que j'ai lu à plusieurs endroits, c'est même ce que j'ai entendu sur BFM, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, ce serait vraiment de la politique un peu nulle. Moi ce que je retiens surtout, c'est que Gabriel Attal joue à celui qui est plus de droite que ceux qui sont de droite, mais on sait que Catherine Vautrin est en train de se pencher sur la question, Amélie de Montchalin a commencé à préparer un peu le discours selon lequel il va peut-être falloir réformer à nouveau l'assurance chômage, et c'est d'ailleurs, et là je vais en venir, c'est d'ailleurs aussi un pied de nez pour moi à la CFDT. Vous savez, là, on sort du conclave des retraites, mobilisation sociale, dialogue social, mes couilles, je ne sais plus trop quoi, disant qu'il fallait parler et machin. La CFDT avait voulu mettre de l'eau dans son vin et discuter et blablabla pour la dernière réforme, hein, en l'occurrence, avec Martinez et Berger. Et on en est là. On en est là, c'est-à-dire que 2 ans plus tard, on veut redégrader à nouveau et de manière assez impactante les conditions d'accès à l'assurance chômage. Comme quoi, le dialogue, ça marche peut-être moins que le rapport de force, en tout cas sur cette question. Donc, c'est assez triste. C'est assez triste, quand même. C'est assez triste. Il faut savoir que Michel Barnier avait enterré le projet de réforme de l'assurance chômage à l'époque. Voilà, à l'époque, c'était il y a 1 an, quoi. Mais il y a moins d'1 an. On a déjà oublié Michel Barnier, mais ça fait moins d'1 an. Hein. C'est vous dire. Hein. Puisque nous, on a streamé la chute de Michel Barnier ici, dans ce même bureau, alors que ça fait même pas 1 an que j'habite ici. Donc, autant vous dire que voilà. Donc, il y a un peu cette idée de comme LREM ne veut, et comme Macron ne veut surtout pas toucher aux riches, eh bien, c'est bien simple, il va falloir soit toucher aux retraités, soit toucher aux actifs, et comme il va a priori ne pas vouloir toucher aux retraités, c'est les actifs qui vont prendre. C'est un peu l'idée. Voilà. Il y a un autre levier qui est en cours d'étude, qui concerne pas directement l'assurance chômage, mais qui concerne plutôt les arrêts maladie.
Vous savez, on peut fliquer les gens qui sont demandeurs d'emploi, mais on peut aussi fliquer les gens qui ne sont plus en emploi temporairement à cause de maladies ou à cause de burn-out, par exemple. Eh bien, par exemple, là, il y a à peu près 17 milliards d'euros à aller chercher dans les arrêts maladie, apparemment. Parce que le nombre d'arrêts maladie ne cesse d'augmenter. Et donc, maintenant, il va y avoir un nouveau formulaire obligatoire déjà à partir du 1er juillet qui va être mis en place. Et puis là, il faudrait rendre les motifs, potentiellement les motifs d'arrêt seraient rendus obligatoires et si je comprends bien, potentiellement disponibles à l'employeur, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est-à-dire actuellement, votre employeur n'a pas l'obligation de savoir c'est quoi votre motif d'arrêt, et même d'ailleurs vous pouvez tout à fait lui cacher. Les arrêts maladie, c'est une autre piste qui est étudiée. Il serait circonscrit dans le temps avec un motif rendu obligatoire. C'est aussi la question d'alourdir un peu le dispositif pour le rendre un peu pour avoir de la dissuasion de le faire. Avec notamment l'idée de passer à 3 jours de carence dans le public. Michel Barnier voulait. Et c'est d'ailleurs une proposition du MEDEF d'instaurer des jours de carence qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance maladie, mais alors le MEDEF va plus loin, c'est-à-dire que faire en sorte que les jours de carence qui peuvent aujourd'hui être pris en charge par l'entreprise, si jamais vous êtes dans une bonne entreprise avec des bons accords, etc., le MEDEF propose, par exemple, et ça Michel Barnier avait hésité, et là on verra si François Bayrou va de ce côté-là, l'idée selon laquelle les jours de carence ne puissent pas être remboursés par l'entreprise, genre l'interdire, pour de fait que vos entreprises ne puissent pas vous le proposer. Ce qui est un peu un délire, voilà. Donc faut voir, et puis bien évidemment il y a les ALD, les ALD, 20% de la population française est considérée comme étant en affection longue durée. Ça je l'ai appris dans le Parisien, alors qu'on n'est qu'à 5% en Allemagne. Donc l'ALD, vous savez, ça ouvre une prise en charge à 100% de vos traitements au lieu des 2 tiers comme c'est actuellement le cas. Pour la plupart des soins c'est 2 tiers et l'autre tiers c'est mutuel. La LD, c'est vous passer au 100% sécu. Ouais, 20%. 20% des gens seraient en ALD. Effectivement. Je ne sais pas d'où ça vient, comment ça s'explique. Mais je l'ai revu à plusieurs reprises. Donc l'idée, c'est de sortir de la LD les patients, par exemple, en guérison ou en rémission. Pour considérer qu'ils ne soient plus malades, ils ne sont plus en ALD, et donc du coup, leurs traitements n'ont plus à être remboursés à 100% par la Sécu. Il y a des personnes âgées, je pense, oui, potentiellement. Je pense qu'il y a des personnes âgées dans les ALD. On va regarder, ALD, qui concerné ? Toute personne ayant une maladie grave évoluant depuis plus de 6 mois, a priori, selon l'État. Globalement, toute personne atteinte d'un cancer. Mais pas que. ALD. Moi, j'ai une amie qui est en ALD. C'est vrai. Il y a une liste de maladies. Ouais, il y a une liste de maladies, ok. Donc, j'imagine, les troubles psy aussi, ouais, voilà. Mais je tombe sur des sites Cap Retraite sur les ALD, donc je pense qu'une partie des retraités sont effectivement concernés, potentiellement d'ailleurs une partie substantielle. J'ai la liste. Maladie de Parkinson, sclérose en plaques, diabète de type 1 ou de type 2, tumeur, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique, insuffisance cardiaque, le trouble du rythme, cardiopathie grave, maladie coronaire, AVC, insuffisance respiratoire, notamment l'asthme grave, maladie d'Alzheimer ou démence, polyarthrite rhumatoïde, rectocolite hémorragique, mucoviscidose, insuffisance médullaire, hémophilie. J'ai même pas fait la moitié de la liste. Paraplégie, spondylarthrite.
Mon père a une spondylarthrite, par exemple. Personne ayant été transplantée, tuberculose, hospitalisation à venir pour des actes techniques médicaux répétés. Ça rentre dedans. Personne nécessitant des soins paramédicaux fréquents et réguliers. Ça rentre aussi, par exemple. Donc il y a pas mal de gens en ALD. Malgré tout. Mais je pense que ça touche beaucoup de personnes âgées, effectivement. Je pense que mon père est en ALD, d'ailleurs. Je me demande, je pense. La ALD ne couvre que la pathologie concernée. Oui. Donc ça fait partie des choses, en tout cas, sur lesquelles il y a potentiellement de l'argent à les trouver, en tout cas concernant les dispositifs d'assurance. Mais la liste est beaucoup plus longue. Le Parisien a dressé une liste de ce que sont les pistes explorées par le gouvernement Bayrou et pas que, et par certaines institutions pour faire des économies. Et vous allez voir qu'à mon avis, certaines d'entre elles vont être absolument pas retenues. L'idée, c'est sortir du piège de la dette, a dit François Bayrou, évidemment. Hop, je remets la caméra. Et donc, selon les informations que le Parisien a, et du coup a publié ce matin, François Bayrou irait au-delà des 40 milliards d'économies. Il irait au-delà. Il annoncera peut-être bien 40 milliards, mais la réforme en tant que telle permettrait d'économiser plus que 40 milliards. Il a pris une marge de sécurité. L'idée, c'est de choper 5 milliards par l'imposition, par les recettes fiscales, et 35 milliards par des économies, donc essentiellement par la dégradation du service public ou des assurances, de l'assurance maladie ou de l'assurance chômage, comme on a pu le voir. Avec notamment des réformes, voilà, bon. La première piste, et je vous l'annonce directement, c'est la piste de l'année blanche, qu'on entend beaucoup parler, 64 ans l'ALD en moyenne, ouais, voilà. L'année blanche, c'est une piste qui revient souvent, on en entend beaucoup parler récemment. Donc en gros, l'année blanche, c'est l'idée que on ne majore pas, on ne fait pas suivre toutes les prestations sociales qui normalement suivent et pas que, tout ce qui normalement suit l'inflation ne le suit plus. Et là, on table sur à peu près une inflation à 1,5%. Donc ça correspond notamment à la revalorisation du RSA. En gros, le RSA, les appels ne seraient pas revalorisés, la prime d'activité non plus, l'allocation chômage ne serait pas revalorisée, les retraites ne seraient pas revalorisées. Et là, vous doutez bien que sur ce dernier point, c'est tout à fait le dernier point qui avait fait débat à l'époque, de Michel Barnier, où les retraités avaient quand même vu leur pension alignée sur l'inflation, là où le SMIC l'avait été contre-coup. La hache, j'imagine que non. Effectivement. De toute façon, si c'est toute prestation, la hache sera incluse dedans. Hein. Donc normalement, les retraites devraient être revalorisées. En principe, on devrait revaloriser les retraites d'1,1 point, les minima sociaux d'1,3 et les allocations familiales et les APL d'1,3 parce que les retraites avaient déjà été revalorisées en juillet, je crois. Donc bref, il y a un rattrapement, je sais pas, il y a une espèce de calcul. Avec en parallèle un gel de l'impôt sur le revenu, un gel du barème de l'impôt sur le revenu. Vous savez, le barème d'imposition suit l'inflation, de sorte à ce que vous ne perdiez pas de pouvoir d'achat au mesure que l'inflation augmente. Et là, le barème serait gelé. Ce qui pourrait, avec le même salaire, vous pourriez passer d'une tranche, vous pourriez monter d'une tranche. Enfin, d'une tranche que sur les revenus qui seraient concernés. Vous savez comment ça marche l'imposition. L'imposition, c'est pas vous payez, 11% et vous passez à la tranche supérieure et ça y est, vous payez double. Non, c'est à chaque fois, c'est vous ne payez des impôts que sur la partie qui dépasse la tranche. Je sais pas si c'est très clair. Tranche d'imposition. D'ailleurs, c'est combien les tranches d'imposition en France ? En 2025, c'est combien ? Par exemple, là, si vous gagnez moins de 11 295 €, vous payez 0 € d'impôt. Si vous gagnez plus, vous passez dans la tranche à 11%, mais les 11 295 premiers euros,
vous payez 0 dessus. Vous payez 11% qu'à partir de l'euro qui dépasse. Et puis ensuite, du coup, si jamais ça dépasse 28 798, et ben tout ce qui est dans la première tranche, vous payez 11%, et seulement ce qui est au-delà, vous payez 30%. Et après, c'est 41, 45%, et ça va pas au-delà. Donc, le gel de l'impôt sur le revenu, ça pourrait, en gros, avec le fait de ne pas faire suivre les prestations sociales, de ne pas faire suivre l'inflation aux prestations sociales, ça pourrait faire économiser 5 milliards, et geler le barème sur l'impôt sur le revenu, ça permettrait de récupérer 1 milliard de plus. Qui sont pas des très grosses économies, hein, mais bon, voilà. Là où il y a à mon avis quelque chose qui ne sera pas pris en compte, c'est il y a une déduction automatique appliquée par le fisc, qui est un abattement de 10% de toute pension alimentaire ou pension de retraite. C'est 5 milliards d'économies, hein, de supprimer cet avantage. C'est une déduction fiscale, c'est un avantage fiscal qui profite essentiellement aux retraités. Hein. Mais essentiellement aux retraités qui payent l'impôt sur le revenu. Si jamais vous ne payez pas l'impôt sur le revenu, vous n'êtes pas concerné par cette déduction. Voilà. Les retraites sont beaucoup trop généreuses, surtout les pensions de fonctionnaires. Les anciens profs sont facilement à des pensions supérieures à 3 000 euros, alors que la majorité sont propriétaires de leur résidence principale. Je comprends même pas qu'on débatte de la désindexation. Il y a beaucoup de retraités qui font effectivement de très bonnes retraites, oui. Ça, c'est sûr. Le gel du barème, s'ils y vont, ça va être le carnage dans les services, déjà exemple, parce qu'on va se prendre en pleine face la colère justifiée des usagers. Ah bah, très certainement. Très très certainement. Bon, en tout cas, voilà, la suppression de cet abattement fiscal qui touche essentiellement les retraités imposables, permettrait de récupérer 5 milliards. Il y avait déjà eu un débat en rapport sur le fait de taxer les meilleures retraites plutôt que toutes les retraités, et le gouvernement préférait taxer tous les retraités plutôt que taxer que les retraités imposables. Ce qui avait en fait permis la levée de bouclier de la gauche de dire bah non, quand même les petites retraites, pour finalement dire bon, on va sauver tous les retraités. C'était un peu l'idée, je pense, de la part du gouvernement, de mettre tous les retraités dans le même panier pour que tous les retraités fassent front commun pour faire retirer la réforme. Et comme la gauche défendait une partie de ses retraités, elle s'est retrouvée, par effet de halo, j'imagine, à défendre tous les retraités, y compris ceux qui gagnaient mieux leur vie. En tout cas, c'est comme ça que le gouvernement a décidé de le comprendre. C'est pas forcément ce qui était le cas, mais c'est comme ça que le gouvernement a décidé de le comprendre. Je pense que ce ne sera pas à l'ordre du jour. Très honnêtement. Ça permettrait quand même de récupérer une bonne partie de la somme demandée, hein. Un huitième. J'ai vu traîner un article où le FCE disait que le trou du budget est une diminution des recettes plutôt qu'une explosion des dépenses. Mais oui, mais ça c'est tout le problème des politiques austéritaires. En ce moment, les gens ont plus de thunes, les gens n'ont plus de travail, les gens du coup sont moins imposés. Et les gens consomment moins, donc les gens font aussi moins de TVA. Donc ça va ensemble. Alors il y a la question sur la table de la hausse de la CSG des retraités. Bon, ça pourrait permettre de récupérer 1,3 milliard. Bon, j'imagine que on verra, mais il faut savoir que la CSG sur les retraités est plus faible que la CSG sur les actifs. La CSG sur les retraités, elle est de 8,3, la CSG sur les actifs, elle est de 9,2. L'idée, ce serait potentiellement d'aligner la CSG des retraités sur la CSG des actifs. Et ça, c'est une préconisation de certaines institutions ou de certaines organisations économiques. Je ne suis pas sûr que le gouvernement aille dans cette direction, on verra. Il y a une direction vers laquelle elle va pas du tout aller, ça on le sait, c'est sur la contribution des hauts revenus, hein, sur la taxe des super profits ou sur la taxe des riches. La CSG, c'est la contribution sociale générale, contribution sociale généralisée, pour être tout à fait précis. C'est un impôt sur le salaire. C'est un impôt sur le salaire qui, en principe, est censé financer la sécurité sociale. Voilà. Et l'assurance chômage depuis 2018. Mais la CSG, elle avait été drastiquement augmentée d'ailleurs, je crois, sous Macron. Hein. Macron avait drastiquement augmenté la CSG déjà de base. Oui, puisque
En 2005, on était à des taux comme 7,5, 6,6 pour les retraités, 6,2 pour les chômeurs, et là on est passé à 9,2 et 8,3 pour les retraités. Et faut savoir que non, sous Macron, la part de CSG sur les produits de placement financiers, alors qu'elle avait augmenté en 2018, a rebaissé. Voilà. A rebaissé. Bon, en tout cas, la CSG, maintenant, elle frôle quasiment les 10%. Là, on était plutôt à 7,5 il y a 20 ans. En gros, globalement. Mais la CSG, c'est un truc que vous avez sur votre feuille de salaire. Hein. Même d'ailleurs enfin, qui est même pris sur vos revenus en tant que chômeur. Donc la contribution des hauts revenus, pardon, j'en étais là. On peut se dire, je pense que c'est pas forcément ce vers quoi le gouvernement va aller. C'est censé viser, alors en plus, les personnes dont le revenu fiscal de référence dépasse 500 000 euros pour un couple ou 250 000 euros pour une personne seule, et dont la somme des impôts payés est inférieure à 20% de ce même revenu. Ça, c'est ce qui, du coup, est la situation actuelle. Enfin, la situation actuelle. L'idée, globalement, c'est d'aller chercher cet argent. Apparemment, c'est une recommandation du fisc. La mesure toucherait 16 000 personnes. Elle permettrait de récolter 1 milliard. C'est à peu près autant que le gel du barème de l'imposition en France. Vous vous rendez compte? Et ça, en fait, c'est assez faible. Hein. C'est juste pour les rattraper, pour les ramener à 20% de leur revenu total en imposition, quoi. Ce qui est pas énorme. Mais bon. Un rapport de l'inspection générale des finances, nous dit aussi le Parisien, préconise un coup de rabot sur les dons défiscalisés. Alors vous savez, alors c'est pas le cas ici sur Linguisticae, vous pouvez évidemment toujours donner sur Tipeee, mais vous ne pouvez pas défiscaliser ce don. Par contre, pour tout un tas de bonnes œuvres, notamment pour... Alors, il y a deux taux, hein, il y a un taux à 66 et il y a un taux à 75. 75, ce qu'on appelle l'abattement Coluche, qui est censé stimuler les dons des Français à destination de certaines associations. C'était notamment... ça a été notamment étendu... l'année dernière, je crois, c'est dans la limite de 2 000 euros hein, par foyer, mais quand même. Donc si vous lâchez 2 000 euros, en gros, on vous fiscalise que 500. Cette politique fiscale qui est censée susciter les dons par la défiscalisation, faut savoir que c'est à peu près 5 millions de personnes qui en bénéficient en France, ce qui est pas énorme. 5 millions de foyers, pardon, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça coûte quasiment 4 milliards d'euros par an en France. Voilà. On pourrait à peu près en tirer un demi-milliard, 4 milliards, pardon. Ça, on pourrait en retirer quasiment un demi-milliard de recettes. Il faut voir. Voilà. Faut voir. Limite de 1 000 euros, c'était monté à 2 000 en 2024 à titre exceptionnel, je crois. C'est un truc que j'ai lu dans l'UFC Que Choisir tout à l'heure avant de préparer le stream. Alors peut-être que j'ai mal lu. Mais il me semble qu'il y a eu un moment, effectivement, une majoration exceptionnelle du plafond. Il faudrait notamment... alors, l'une des parties notamment de ce que l'inspection générale des finances cible, ce qu'elle préconise, c'est de couper dans les quasiment 50 milliards d'euros de dépenses budgétaires annuelles de l'État ou des collectivités à destination des associations assurant une mission de service public, notamment dans l'emploi, dans l'immigration, dans le SNU, dans la chasse, par exemple. Voilà, les chasseurs, on en a beaucoup parlé, ont vu leur budget exploser grâce à Macron. Dans certains festivals, certaines actions culturelles. Alors là, encore une fois, c'est la question, c'est si jamais il faut raboter dans certaines associations qui sont aidées par la puissance publique. Est-ce que l'État va aller emmerder les associations qui aident les migrants, ou est-ce que l'État va se dire c'est bon, on supprime le SNU et on arrête de financer les chasseurs? À mon avis, l'État va plutôt s'en prendre
aux organisations sociales qui aident les migrants et qui œuvrent dans le secteur culturel, ce qui est déjà en fait le cas. C'est ce qui a déjà été la priorité cette année. Vous savez, une grosse partie de la baisse de mon chiffre d'affaires à moi, mais de certains de mes amis autour de moi, c'est précisément le fait que l'essentiel des budgets culturels qui ont été sabrés sur cette année blanche que beaucoup de communes ont fait à cause du non-renouvellement du budget, ça a été sur les budgets culturels. Budget culturel, communication, c'est les premiers budgets qui ont été supprimés. C'est pas les budgets dédiés à, par exemple, l'équipement de la ville en caméra de vidéosurveillance ou j'en sais rien, qui en ce moment a de ouf le pignon sur rue d'ailleurs. Donc forcément, quand il va falloir aller taper dans telle enveloppe ou telle enveloppe, où est-ce que le gouvernement va aller taper? C'est chiant, hein. C'est chiant. Pas en 2024, en tout cas, je les ai dépassés et le surplus repasse à 66. Bah, peut-être que c'était sur certaines choses précises. Bah, alors, attendez, du coup, je vais aller vérifier. Abattement, Coluche. Abattement, Coluche. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Pourquoi j'ai lu 2000 à un moment, moi? Faut savoir que toutes les associations et toutes les ONG ne sont pas logées à la même enseigne. Non, alors pardon, c'était précisément pour les gens qui donnaient, c'était la loi d'urgence de Mayotte, adoptée le 24 février 2025, qui a étendu rétroactivement l'abattement Coluche aux dons effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d'intérêt général qui aident la population touchée par le cyclone Chido, et là ça montait à 2000 € de plafond. Voilà, très spécifiquement. Donc c'était dans le cadre du cyclone Chido. L'abattement avait été doublé. Voilà. Cette VOD, oui, cette VOD, je pense, sera en ligne. Ça dépend de la tournure du live, évidemment. Donc j'en étais où? J'en étais à... Oui, il y a aussi l'inspection générale des finances, si elle dit qu'il faudrait quand même faire gaffe aux assos qui ont des missions de service public quand même. Et s'il faut faire gaffe aux dons, défiscalisation des dons des particuliers, ici aussi, ce serait quand même bien de regarder l'avantage fiscal de mécénat d'entreprise. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez ce délire. Je ne sais pas si vous connaissez ce délire, mais en gros, vous pouvez défiscaliser beaucoup via une entreprise. Si par exemple vous faites de la location d'œuvres d'art, voire de l'achat d'œuvres d'art, de manière assez substantielle. C'est quasiment un demi-milliard. Ça pèse autant, cette aide aux entreprises, cet avantage fiscal pèse autant que l'intégralité de la fiscalisation des dons en France. Actuellement. Ça permettrait de récupérer les mêmes montants. Pour vous faire un ordre d'idée. Donc en gros, est-ce que l'État va aller raboter côté particulier ou côté entreprise, notamment sur les avantages fiscaux de mécénat d'entreprise? Eh ben, on va voir. On va voir. Ce qui est évidemment ciblé, et là, moi, je suis partagé là-dessus. Il y a le, putain, comment ça s'appelle? Les chèques emploi-service. Les chèques emploi-service, c'est évidemment dans le collimateur, il y a plus d'1 milliard d'euros à les récupérer. Vous savez, c'est en gros, si jamais vous faites venir une femme de ménage, un jardinier ou même quelqu'un qui monte votre table basse chez vous, il y a 26 activités de service à la personne listées. Si vous voulez, je peux vous les lister. Tiens, je vais vous les lister maintenant. Est-ce que je les ai, la liste? Est-ce que je les ai? Faut savoir, pardon, là-dessus, savoir que le gouvernement a déjà dit que c'était il y a un mois, mais Montchalin a déjà dit que les chèques emploi-service ne seraient pas supprimés ni réformés. Donc ça, c'est une piste
C'est une piste qui est régulièrement remise sur la table pour pouvoir faire des économies budgétaires, mais c'est une piste que le gouvernement a déjà dit qu'il ne suivrait pas. J'ai pas la liste des emplois. J'ai pas la liste des emplois. Si, attends, c'est dans le D7231.1 du Code du travail. On va aller voir sur Légifrance. J'ai la liste. J'ai la liste sur Légifrance. Donc, entretien de la maison, travaux ménagers, petits travaux de jardinage, y compris les débrousaillages, travaux de bricolage dits hommes toutes mains, donc les hommes à tout faire. Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie du ministre 1. Soutien scolaire à domicile, cours à domicile, soins d'esthétique à domicile, pour les personnes dépendantes, préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à domicile, assistance informatique à domicile, soins et promenades d'animaux de compagnie à l'exception des soins de vétérinaire et de toilettage pour les personnes dépendantes, maintenance, entretien et vigilance temporaire à domicile de la résidence principale, donc le fait de faire surveiller sa maison, littéralement la sécurité quoi, l'assistance administrative à domicile, l'accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leur département en dehors de leur domicile. Putain, dans leur déplacement, pas dans leur département, dans leur déplacement en dehors de leur domicile. Donc en gros, aller promener les gamins, transporter les gamins ou les emmener à l'école, par exemple. Téléassistance et visio-assistance, interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété. Prestation de conduite du véhicule personnel pour les personnes mentionnées au 20 du 2 présent article, blablabla, donc c'est, je ne sais pas. Oui, ce sont les gens qui ont besoin temporairement d'une aide à leur domicile. Que ce soit au domicile, au lieu de travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives. L'accompagnement des personnes mentionnées au 20 machin, assistance des personnes, blablabla. Bon, globalement, tous ces services, tous ces petits trucs sont actuellement éligibles au chèque emploi-service. Le chèque emploi-service, c'est un dispositif où pour, en gros, 1 euro que tu dois dépenser pour payer cette personne, t'as la moitié qui est pris en charge. Ce qu'on appelle, par crédit d'impôt. Ce qu'on appelle le crédit d'impôt sur le revenu lié à l'emploi à domicile. Il y a à peu près 3 millions de foyers qui en bénéficient. Ça coûte à peu près 7 milliards d'euros à l'État. Il y a, voilà, la question de est-ce qu'on passe de 50 à 40, est-ce qu'on exclut des métiers de la liste, est-ce qu'on exclut un nombre d'heures. Il y a certains services, c'est un nombre d'heures par an qui sont éligibles. Genre, je crois notamment le fait de faire monter ses meubles. Vous pouvez pas faire 50 heures de montage de meubles. Vous pouvez pas, défiscaliser 50 heures de montage de meubles par mois. Genre, c'est pas possible. Genre, c'est très limité en termes de durée. Globalement, il y a la question aussi, est-ce que, du coup, on touche à l'aide aux personnes âgées, qui sont essentiellement les personnes qui ont recours à ces services, mais pas que. Vous savez, les personnes âgées qui prennent quelqu'un à la maison pour aider à faire à manger, aider à faire le ménage. Est-ce qu'on touche à la garde des enfants, qui coûte de plus en plus cher, et qui est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus complexe. L'une des raisons de la baisse de natalité se trouve aussi peut-être dans qu'est-ce qu'on fait des gamins si on doit continuer de bosser, et si on continue de bosser, combien ça nous coûte de faire garder les gamins, et en même temps, si j'arrête de bosser pour les gagner, est-ce que je peux toujours... voilà, bon, ça c'est aussi des questions qui se posent. Ce qui pourrait subir un coup de rabot, même si normalement l'État a dit qu'il n'y toucherait pas, c'est potentiellement le jardinage, le débroussaillage notamment, le taillage d'arbres, etc. Le soutien scolaire et les activités dites non contraintes, donc le ménage. Voilà. Faut savoir que c'est l'essentiel de la dépense. Le ménage. Le ménage en gros, les chèques emploi-service pour prendre une femme de ménage, c'est 2,6 milliards de crédits d'impôt, et dont 2 milliards pour les Français les plus aisés. Donc, toutes les personnes qui gagnent un peu bien leur vie prennent des femmes de ménage avec des chèques emploi-service. J'en connais plusieurs, voilà. Voilà, c'est l'essentiel de la dépense, donc est-ce qu'il va pas avoir un coup de rabot là-dessus? C'est la question. L'État a dit que non, le gouvernement a dit que non en tout cas, mais bon. C'est une piste, puisque ça bénéficie essentiellement aux gens qui ont les moyens. Les mutuelles. Ah, les mutuelles. Alors, l'histoire des mutuelles. Alors, vous savez, les mutuelles,
Là, on est passé, je sais plus, ça, ils ont augmenté le déremboursement. Là, ils ont déremboursé certains médicaments, donc du coup, ça a augmenté la part mutuelle. Et là, ils se posent la question de savoir est-ce qu'on passerait pas à 40% part mutuelle dans les frais de santé en France. Vraie question que le gouvernement se pose, donc pour réduire la part de remboursement public et augmenter la part de remboursement privé. Ce qui ferait que le prix des mutuelles augmenterait drastiquement, de quasiment un quart. En fait, dans l'immédiat. Si vous payez, si vous étiez en train de payer 100 balles, 100 balles, non même pas, si vous payez 175 € de mutuelle, vous allez peut-être devoir payer 100 balles par mois partir de la fin de l'année si en tout cas le gouvernement applique la chose telle qu'il a envie de l'appliquer. Donc, notamment pour tout ce qui est les consultations et une partie des médicaments éventuellement. C'est sur la table. Le gouvernement a laissé entendre que finalement il n'allait pas le faire. Notamment parce que les complémentaires santé ont tapé sur les doigts du gouvernement. Voilà. En disant qu'ils peuvent pas augmenter là dans l'immédiat leurs tarifs. Et s'ils peuvent pas augmenter leurs tarifs, l'État ne pourra pas. En gros, ils pourront pas rembourser. S'ils peuvent pas rembourser, il faudra bien que quelqu'un rembourse. Donc bon. Se pose par contre la question de savoir est-ce qu'on n'augmenterait pas la taxe, une taxe qui s'appelle la taxe de solidarité additionnelle, hein, qui est aujourd'hui de quasiment un peu plus de 13%, sur les contrats solidaires. Voilà, merci John pour le sub. Et là, il y a à peu près, et là, il y a quand même du pognon à aller chercher. Voilà, il n'y en a pas beaucoup même. Mais bon, est-ce qu'on a envie de taxer ça? Savoir que les contrats solidaires, les contrats responsables et solidaires même d'ailleurs, c'est la majeure partie des contrats, tout simplement. La majeure partie des contrats de santé. Donc, est considéré contrat responsable et solidaire tout contrat dont l'organisme ne fixe pas, tout contrat pour lequel l'organisme ne fixe pas les cotisations en fonction de l'état, de l'état de santé des individus. Voilà. Là, ça pourrait augmenter. Donc, en gros, ça ferait augmenter malgré tout le prix des mutuelles. Il y a aussi une autre question. Alors ça, c'est marrant. Ça vient d'un rapport sénatorial, le Sénat qui est très à droite, on rappelle, et qui a bonne chance de passer, qui pourrait récolter de 1,5 milliard à 3 milliards d'euros selon l'application. C'est notamment Amélie Montchalin hein, qui a expliqué que c'est une piste très très envisageable, c'est de supprimer à peu près un tiers des agences d'État actuellement. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors lesquels? Toute la question. Hein. Toute la question, mais c'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup. Afuera, c'en est une. Mais donc du coup, ça passe notamment potentiellement aussi par de la privatisation. Tout simplement. Hein. C'est quoi les avances d'État? Les agences d'État. Les agences d'État. Repris par Ciotti, c'est-à-dire ce truc-là. Bah les agences d'État, c'est très large. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Par exemple, le Défenseur des droits, c'est une agence d'État. Genre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, c'est une agence d'État. Les universités, les musées qui proposent des services sont considérés comme des opérateurs d'État, des agences d'État. Les EPIC, par exemple, sont des agences d'État. Il y a énormément. France Travail est une agence d'État, effectivement, tout à fait. J'ai pas la liste, hein, évidemment.
J'ai pas la liste. Il y a à peu près actuellement en France 1200 agences d'État, c'est à peu près 80 milliards de dépenses annuelles. Donc ifra.org disait, qui est un think tank, il est temps de faire le ménage. Il faut croire que c'est ce que pensent aussi les macronistes. Voilà. À savoir que le nombre d'agences d'État a déjà bien baissé, de 24% entre 2012 et 2017. Ce qui est quand même pas mal. Donc il y a par exemple le Haut Conseil pour le climat, c'est une agence d'État. La Commission nationale du débat public, c'est une agence d'État, etc., etc. Il y en a beaucoup. L'établissement public du Marais Poitevin. J'en ai plein d'autres, je peux vous en citer plein d'autres. L'agence de l'eau. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a que je pourrais vous citer Il y en a pas mal. Bon, l'idée, c'est en retirer un tiers. La plupart des agences d'État sont le produit du néolibéralisme, donc ils se tireraient une balle dans le pied. Mais non, ça dépend ce qu'ils vont sabrer. J'ai perdu le chat. Allô, blablabla. Je crois que je vous ai perdu, mais ça va revenir. Je pense que ça vient de Twitch. Donc c'est bon, vous avez, ça revient. Donc oui, il y a aussi beaucoup dans les agences d'État, il y a beaucoup, par exemple, d'agences qui sont liées à la gestion de l'environnement. L'ADME, par exemple, c'est une agence d'État. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Du coup, ce serait intéressant d'avoir la liste. Et de savoir lesquels pourraient être concernés, parce que quand tu vas en retirer un tiers, c'est que t'en gardes 2 tiers, c'est quoi les 2 tiers que tu gardes? L'autorité de sûreté nucléaire, l'ANDRA, ça c'est des agences d'État. Voilà. Je pense que, très honnêtement, une partie des agences d'État qui seraient ciblées, c'est plutôt des agences d'État, à mon avis, en rapport avec la culture et l'environnement. Et plutôt celle d'ailleurs située en dehors de Paris, même d'ailleurs. Je pense. C'est ça, tout casser jusqu'au bout, tout privatiser, pourvu que jamais on demande aux riches de participer à la bonne marge de l'État. Je pense que c'est un peu l'idée. On verra, pour l'instant les annonces n'ont pas encore été faites. Le débat sur le budget n'a pas encore eu lieu, mais bon, c'est l'idée. Alors il y a la taxe sur les colis. Alors ça, la taxe sur les colis, vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. C'est pour les colis qui viennent de Chine, faire une taxe forfaitaire sur chaque colis. Notamment pour lutter contre Temu et éventuellement AliExpress. Donc actuellement, toutes les marchandises inférieures à 150 € ne sont pas taxées. Et le truc, c'est que les gens aujourd'hui, au lieu de faire des gros colis, ils font plein de petits colis. Et donc du coup, ils échappent à la taxe. Et donc ils veulent faire une taxe sur les petits colis, un peu comme ils ont voulu faire la taxe sur les livres commandés sur Internet, pour forcer les gens à aller les acheter en librairie, qui est une surtaxe de tu payes 1 € ou 2 € de plus. Les livres que tu achètes sur Amazon, que si jamais tu allais les acheter chez ton libraire, qui lui-même les aurait commandés chez le même fournisseur qu'aurait fourni Amazon. Faut savoir que ça rapporterait quand même pas mal, presque un demi-milliard. Voilà. Et alors il y a une autre, la Cour des comptes. La Cour des comptes préconiserait, si j'ai bien compris, de reformer ce qu'on appelle la niche Dutreil, voilà, qui est une niche fiscale qui permet de réduire considérablement la fiscalité sur la transmission des entreprises familiales. Alors, ça va essentiellement cibler, si j'ai bien compris, par exemple, des exploitations agricoles ou des PME. Il y a à peu près 2 à 3 000 pactes Dutreil qui sont signés chaque année. Je ne sais pas c'est quoi les conditions, mais actuellement, ça représente quasiment pas loin. C'est difficile à estimer, mais la Cour des comptes
estime que ça pourrait monter jusqu'à 5 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Ce qui est quand même beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc le pacte du Treil, c'est une loi qui a été fixée à l'époque, qui est née sous Chirac. Sous Chirac. Quand on tape ça, on tombe que sur des trucs de notaire ou de gestion d'entreprise, blablabla. Donc c'est comme ouais, voilà, c'est essentiellement il dépend en fait, enfin le pacte du Treil dépend de votre type d'activité, s'il y a industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, sur qui s'engage à quoi et machin. L'idée c'est de stimuler la reprise des entreprises à la base et de faire en sorte qu'elles se perpétuent, qu'elles continuent de tourner en gros globalement. Mais bon. C'est l'idée. Ouais, que ça coûte, c'est à peu près 5 milliards de manque à gagner. Les 2 à 3 000 pactes représentent à peu près, selon la Cour des comptes, 5 milliards de manque à gagner. Alors, selon un des documents apparemment du projet de loi de finances, il y aurait maximum 1 milliard à récupérer. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de suppression, mais il y aurait un durcissement des conditions. Voilà, faut savoir que la loi du Treil permet un abattement de 75% de la valeur des titres ou de la valeur de l'entreprise transmise. Pour ça, il faut juste, notamment s'engager à conserver les titres à conserver les titres associés à l'entreprise. Il faut avoir moins de 70 ans quand vous faites la donation. Et cette donation est cumulable avec la réduction de 50% des droits de donation quand à moins de 70 ans. Donc ça a l'air d'être super avantageux, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc voilà, tu peux céder une entreprise à pas grand-chose. À des gens de ta famille. Voilà, je ne sais pas exactement comment ça se passe, ça a l'air d'être compliqué. Ce que je retiens, c'est 75% d'abattement sur la valeur des titres à transmettre. Voilà. Ils veulent faire combien d'économies ? Au moins 40 milliards. Et finalement, alors ça c'est un marronnier, c'est un truc qui revient depuis un moment, dont on entend régulièrement parler, c'est la TVA sociale. Alors la TVA sociale, qu'est-ce que c'est que ce merdier ? C'est globalement d'augmenter la TVA, mais baisser les revenus du travail. Baisser l'imposition sur le travail. Notamment les cotisations patronales. En gros, c'est augmenter les TVA pour baisser les cotisations patronales. Très honnêtement. Très clairement. Voilà. Ça, François Bayrou a déjà dit qu'il trouvait que c'était une piste plutôt intéressante. C'était en mai. Le 27 mai 2025, François Bayrou mettait déjà ça sur la table. Il disait que c'était pour sauver la Sécu. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait suggéré aussi, avait proposé à Sophie Binet, qui avait dit nique ta mère, globalement. L'idée, c'est pour alléger les charges qui pèsent sur le travail, globalement, pour reprendre vraiment ce que disait François Bayrou, ce que Bruno Le Maire a cherché aussi à imposer à l'époque. Donc, c'est en gros prendre une part du financement de la Sécu sur la TVA, en retirant une part du financement de la Sécu sur le financement, sur les revenus du travail. Donc faire un espèce de vase communicant. Faut savoir que augmenter d'1 point de TVA rapporterait quasiment 10 milliards d'euros. Donc autant vous dire que il se tâte. Donc en gros, la carotte, ce serait de dire la TVA, elle est plus à 20%, elle est à 21%. Par contre, on baisse les cotisations patronales. Donc du coup, vos patrons vont mieux vous payer. Puisqu'il y a moins de cotisations sur les salaires. Alors je vous dis tout de suite, c'est évidemment pas comme ça que ça va se passer. C'est les patrons vont faire plus grosses marges. Évidemment. C'est 6,5 milliards. Alors ouais, selon Patrick Martin, ça pourrait monter à 10. Mais ça, c'était le gars du MEDEF. Donc c'est pour ça qu'il la mettait sur la table. C'est ce que Bayrou reprenait comme chiffre.
pour défendre son projet. Effectivement, on est peut-être un peu plus bas en termes de revenus, mais aussi parce que la consommation a beaucoup baissé et que c'était sur les chiffres basés sur 2024. Et que la consommation a quand même pas mal baissé en France. Donc, toutes ces pistes-là sont mises en place et sont mises sur la table. Évidemment, je pense que ce qui va être conservé, c'est uniquement ce qui nique les pauvres, les jeunes et les actifs. Notamment les actifs qui ne sont pas les actifs aisés, globalement les gens qui sont au SMIC ou qui sont, pour certains, sous le seuil de pauvreté. Et les minima sociaux, je pense. Voilà. Je doute que ça touche fortement les retraités ou les entreprises. J'en doute assez fortement. Voilà. Donc, bon. Mais on va voir. François Bayrou a dit qu'il ferait cette annonce, je sais plus, mardi, les premières pistes. Je pense qu'il va pas trop en dire, parce que il va vouloir dire, en gros, il va se mettre en mode, oui, mais bon, le débat va devoir exister, il va falloir faire de la place au débat. Alors que le débat, il est pipé d'avance, on la connaît l'histoire. Mais on en est là. On en est là actuellement. On va voir ce que ça donne. Je pense que le vote du budget va s'annoncer très compliqué. Très 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 compliqué. Pour ne pas dire impossible. Mais d'ailleurs, le RN se préparerait potentiellement, alors pas à une dissolution, mais à la gouvernance. Dans le cadre d'une destitution d'une chute plutôt pas d'Emmanuel Macron du tout, mais de François Bayrou. On rappelle ici, parce que maintenant les personnes font l'amalgame, hein, et c'est bien important de ne pas faire l'amalgame. Ce n'est pas parce que François Bayrou demain tomberait, serait victime d'un vote de censure, qu'il y aurait dissolution à nouveau. C'est très important. Il y a cette idée qui s'installe de plus en plus dans la tête des gens. Pourtant, la dissolution, c'était il y a pas longtemps. La seule personne qui peut décider de dissoudre ou pas, c'est Emmanuel Macron, et il a déjà dit qu'il ne le referait pas. Et Emmanuel Macron s'apprêtait, au moment de la dissolution, dans l'entre-deux tours, à confier le pouvoir à Jordan Bardella. Même s'il avait qu'une majorité relative. Il y a un monde où Emmanuel Macron confie le pouvoir au Rassemblement national suite à la chute de François Bayrou, avec la complicité de son propre groupe. Une éventualité à laquelle se prépare d'ailleurs le Rassemblement national, et une éventualité qui évidemment n'irait absolument pas à un Darmanin, un Retailleau ou un Gabriel Attal, mais qui permettrait, selon Emmanuel Macron, c'est pas nouveau, c'était déjà l'année dernière, de démontrer aux Français que le RN est vraiment nul pour gouverner. Voilà. Donc, le vote du budget s'annonce très compliqué, et on le sait déjà, ceux qui ont la possibilité d'appuyer sur le bouton rouge, c'est le RN. Et c'est peut-être ceux qui ont le plus intérêt à le faire aussi. Ce qui est terrible. En faisant ça, Macron détruit son storytelling de rempart contre le RN. Non, pas du tout. Le storytelling d'Emmanuel Macron sera le suivant, il sera très simple, c'est la gauche n'est pas constructive en France, elle vote contre absolument tout, le barrage républicain est donc mort, dès l'instant que la gauche, mais c'était il y a quand même pas longtemps, vous vous en souvenez de la rhétorique d'Emmanuel Macron, elle est pourtant pas dure à comprendre, c'est LFI vote main dans la main avec le RN, ce sont vraiment les idiots utiles du RN, ben maintenant je n'ai pas le choix, je vais devoir donner le pouvoir au RN. Ils m'ont mis dans cette situation, je n'en ai pas le choix. Voilà. Ce sera ça la rhétorique, c'est déjà la rhétorique à laquelle il nous préparait avec la chute de Michel Barnier. Elle est toute trouvée. Au RN ou à LR, mais à LR non Bayrou, à LR un autre LR. C'est du théâtre, mais c'est de la merde. Savoir qu'on sera à 1 an et demi des municipales au moment du vote du budget, 1 an et demi, pardon, de la présidentielle, et qu'on sera à moins de 6 mois a priori à moins de 6 mois des municipales. Et donc il y a moyen que, en fait, ce bordel, si
François Bayrou chute à ce moment-là, même s'il n'y a pas de nouvelle campagne pour des législatives ou un nouvel enjeu national immédiat, il y aura de nouvelles émissions politiques invitant tout le gratin de la politique pour venir défendre leur ligne, et ce sera une pré-campagne. Ce sera la pré-campagne des municipales, avec peut-être un changement de gouvernance. Après, François Bayrou peut aussi être reconduit. Non, je pense qu'Emmanuel Macron a envie de voir François Bayrou dégagé, de toute façon. C'est sûr. Ou alors ce sera un gouvernement technique. C'est possible aussi. Mais il faut s'attendre à ce que le RN puisse prendre le pouvoir des mains d'Emmanuel Macron directement. C'est un peu terrible, mais bon. C'est là où on en est. C'est là où on en est aujourd'hui avec toutes ces pistes. Même s'ils vont vouloir ménager jusqu'au bout les entreprises et les retraités, c'est mon hypothèse. François Bayrou va vouloir ménager les entreprises et les retraités. Et malgré tout ça, il chutera peut-être quand même. Et on aura peut-être quand même à la fin le RN temporairement. Macron trouvera un moyen peut-être de dire on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. C'est pas dit, hein. Moi je suis pas devin non plus. Il y a des choses sur lesquelles je peux me tromper. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas renoncé à cette idée qui est de dire regardez, si on donne le pouvoir à Jordan Bardella, les gens vont se rendre compte que c'est un guignol. Et les gens vont se mettre à le détester. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas renoncé à cette idée, ce qui est une idée absolument délirante, puisqu'on a bien vu que Retailleau, qui était un no-name président de son groupe au Sénat, mais qui est un no-name pour beaucoup de gens et qui aujourd'hui juste cumule les annonces de dinguerie, est un ministre populaire. Bruno Retailleau est peut-être même le ministre le plus populaire actuellement. La strate von Papen. Oui, c'est la strate qu'on a eue à d'autres endroits, dans d'autres pays récemment. Voilà. Mais en fait, peut-être qu'il se dit, si jamais je nomme Jordan Bardella, alors ça va acculer Marine Le Pen. Ça va la rendre plus forte, ça va le rendre plus fort dans le RN, donc ça va rendre Marine Le Pen moins forte. Ça va créer de la dissension et peut-être du conflit. Et c'est vrai qu'apparemment il y a du conflit qui est en train de naître avec l'inéligibilité de Marine Le Pen, ce qui a l'air d'être quand même, voilà. Le scénario le plus probable, c'est qu'elle reste inéligible en 2027. Donc ça a l'air de se battre pour sa place. Il faut voir. Mais en tout cas, on en est là. Ou alors, tout le monde considère que ses meilleures chances. Il y a aussi ça, il y a la politique du statu quo. Tout le monde considère que ses meilleures chances, c'est de ne surtout pas prendre le pouvoir. Je pense que la gauche est sur scénario, à titre personnel. Je pense que c'est le scénario de la gauche. La gauche n'a surtout pas envie d'être en position de pouvoir, actuellement. Parce que c'est vraiment quand même ingrat dans une situation où l'Assemblée est aux 3/3. C'est quand même galère. Le RN n'a peut-être pas envie non plus de prendre le pouvoir, vraiment. C'est possible. Peut-être qu'ils font genre que, parce que là, ils sont en train de caster déjà leur prochain candidat pour la prochaine législative, même si elle n'a lieu que dans 2 ans. Ils sont en train de commencer leur plan de campagne. Ils sont vraiment dans les starting blocks. Mais il faut voir. Voilà. Le truc qui me déprime le plus, c'est qu'avec toutes les affaires qu'ils ont au cul, il s'avère que c'est un vrai parti d'escrocs, mais ils ont toujours le vent en pompe. Encore pire que LR à l'époque de Sarkozy. Tu parles de LR maintenant ou du RN? C'est les deux, en fait, cela dit. Hein. Sauf le PS, c'est-à-dire, sauf le PS à quoi? Ben, il faut vous dire, c'est vraiment Game of Thrones. Ces gens-là jouent avec votre avenir, mais en fait, ils jouent leur carrière politique et ils jouent leur intérêt carriériste et leur intérêt de groupe et leur intérêt en termes de com et ils jouent pas à l'intérêt des Français, c'est évident. Enfin, de toute façon, tu parles du RN, oui, parce que le LR aussi, hein, c'est pour ça que ça. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas trop. On ne sait pas où on en est, mais François Bayrou va probablement
pas survivre l'année, politiquement, mais il trouvera un remplaçant. Voilà. Le PS voulait bien participer au pouvoir la dernière fois. Non. Le PS ne voulait pas participer au pouvoir la dernière fois. Le PS a entamé les discussions pour faire genre... Alors, on va refaire l'histoire. Le PS, d'ailleurs c'était pas les seuls, c'était Europe Écologie Libérale et le PCF, ont accepté les discussions pour se mettre dans le camp des constructifs. Pour dire, regardez-nous, on n'est pas sur une position dogmatique, on essaie de trouver la meilleure solution pour les Français. Mais à aucun moment, le Parti Socialiste n'a voulu gouverner avec LREM. À aucun moment, et je vous refais pas toute la rétrospective de oui, ce sera peut-être Bernard Cazeneuve, oui, ce sera peut-être machin, ce sera peut-être truc, et qu'on en avait beaucoup parlé ici. À chaque fois que Macron a été chercher un gars du PS pour lui proposer de devenir ministre, ou pour lui proposer même de devenir Premier ministre, ils ont dit non. Ils ont dit non parce que le PS, en fait, la meilleure position qu'ils ont, à mon avis, de leur propre perspective, c'est de se la jouer, nous on veut bien parler, mais à la fin, ne jamais accepter quoi que ce soit. Là où LREM dit, bah regardez, ils parlent pour rien, ça nous fait perdre du temps, et là où LFI dit, regardez, ils parlent, ça veut dire qu'ils vont nous trahir. Alors du coup, forcément, ils sont entre le marteau et l'enclume, d'une certaine perspective, mais en même temps d'une autre perspective, c'est ce qui leur donne une partie de l'aura médiatique, et ce qui leur a donné, très ponctuellement, mais ce qui leur a donné un peu la main sur l'agenda médiatique, voilà, à l'époque de la destitution de Michel Barnier, et juste même avant Michel Barnier, et tout l'été dernier en fait. Parce que alors viendront-ils, ne viendront-ils pas, et en fait du coup on en a jamais autant parlé, et c'était leur idée. Comment les députés macronistes vont justifier la neutralité face au RN? Vous savez, beaucoup de députés macronistes à la base étaient censés venir du PS ou étaient censés incarner une forme de gauche. Et dès l'instant qu'il a fallu voter toutes les grosses saloperies de droite, et vraiment mettre un coup à droite, mais comme on le voit même parfois encore maintenant, avec François Bayrou, ils l'ont fait, quoi. Ils sont pas hésités, quoi. Macron va pas juste prendre Sébastien Lecornu comme PM. Je suis pas sûr qu'il accepte. Sébastien Lecornu, dans un contexte où c'est full guerre partout et où il est ministre de la Défense, je crois qu'il a une bonne place. C'est comme les syndicats qui vont aux tables de conclave alors qu'ils s'appartiennent que ça mène à rien. Oui, alors il y a ceux qui partent dès la première heure et qui font du coup la matinale sur France Info, et puis t'en entends plus parler après, et puis t'as le MEDEF qui eux ils arrivent déjà avec le plan et disent au gouvernement c'est ça qu'il faut faire. C'est sûr. Donc bon, écoutez, on verra bien la semaine prochaine. Je comprends déjà même pas que le patronat ait droit à un syndicat, ils ont déjà leur rapport de force 100. Je serais pour l'interdiction des syndicats patronaux. C'est compliqué parce qu'en fait des syndicats, il y en a plein, il y en a énormément. Par exemple, vous allez avoir le syndicat de la magistrature, vous allez avoir le syndicat des dentistes. Vous allez avoir, en fait, les syndicats sont des réunions de professionnels qui partagent les mêmes intérêts. Il y a le syndicat des producteurs de l'audiovisuel, par exemple. Ça s'appelle le FIP ou le FP, je sais plus quoi, il a un moment couché dehors. Il y a énormément d'associations professionnelles. Par exemple, la guilde des vidéastes, c'était pas une guilde des salariés. La majeure partie des gens étaient soit indépendants, soit en société.
pour moi, ils peuvent avoir des syndicats, les patrons, pour se fédérer, pour expliquer c'est quoi leurs intérêts. En fait, je trouve qu'en l'occurrence, en termes de transparence, c'est quand même mieux. Ce serait illusoire de croire que si jamais on supprimait le MEDEF, les patrons n'auraient plus de voix au chapitre auprès du gouvernement. C'est juste que ce serait plus diffus. Ça l'est déjà actuellement aussi. Hein. Ce serait beaucoup plus diffus, ce serait beaucoup plus souterrain et ce serait moins lisible. De toute façon. Donc il faut, je sais pas, moi je suis pas pour la suppression du MEDEF. Je suis pour qu'on prenne le MEDEF pour ce qu'il est. Par contre, le MEDEF, ça devrait pas, on devrait pas avoir, et c'est Manuel Valls qui a lancé le bal à l'époque avec le PS, on devrait pas faire sa rentrée politique au MEDEF, quoi. Ça n'a aucun sens. Pour aller rassurer les patrons. Parce qu'en plus, lesquels de patrons? Lesquels? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au MEDEF, qui sont cotisants, qui sont un peu les idiots utiles du MEDEF, hein. Parce qu'en l'occurrence, leurs intérêts ne sont pas bien représentés. On leur fait croire que oui, mais non. Donc de toute façon, il y a des syndicats de patrons, il y en a plein. Il y a plein de syndicats par activité aussi, d'associations professionnelles. Après, le fait que ce soit une association et pas un syndicat, souvent l'étape association est de toute façon obligatoire avant de devenir un syndicat et être connu comme tel. La Guilde des Videstes est une association qui aurait dû devenir un syndicat, selon moi, qui aurait dû évoluer vers une forme syndicale, mais à la base c'est une association, juridiquement parlant. Il y a plein de patrons qui perdent. Moi j'ai un pote qui était au MEDEF à un moment, je me suis foutu de sa gueule quand il m'a dit ça. Je me suis vraiment foutu de sa gueule. Je lui dis mais ces gens-là ils défendent pas tes intérêts, quoi, c'est un truc de fou. Mais le MEDEF fournit... En fait, le MEDEF est une association aussi de lobbying, de toute façon, effectivement, qui soumet directement à LR ou au MoDem des projets de loi clés en main. Mais ça, c'est pas propre. Enfin, moi, j'ai une vidéo en cours sur une association qui s'appelle Association Défense Langue Française, qui est un lobby très conservateur, très réactionnaire de langue française, lié à l'Académie française, qui est une association. Et ce lobby, dans ses activités, s'il y a faire des projets de loi à soumettre clé en main à des députés. Ça rappelle du lobbyisme, quoi. À l'ancienne. Notamment, eux, en visée d'interdire l'écriture inclusive, et voire même la criminaliser. Et c'est des choses qu'on revoit popper souvent. C'est genre, il y avait déjà 10 lois, 11 lois qui ont été déposées dans ce sens. Mais ouais, écoutez, sur la question syndicale, c'est toujours un peu compliqué parce que regardez la CFDT, ce que c'est devenu. Avec la tertiarisation de l'économie, le fait qu'aujourd'hui ce soit le syndicat majoritaire, c'est les cadres et chez les salariés du privé, on est sur un syndicat. Alors, savoir que la CFDT elle-même a plusieurs branches, hein, comme la CGT. Vous savez, la CFDT cadre. D'ailleurs, la CGT cadre, je crois que Sophie Binet vient de la CGT cadre à la base. Et vous avez la superstructure au-dessus qui est la CGT nationale, quoi. Et toi, j'ai même pas... En 2 messages, tu m'as fatigué. Vraiment. Désolé. Boum. Enfin, je suis désolé, hein. C'est vraiment pas bien de se moquer des gens sur comment ils s'écrivent. Mais quand t'enchaînes une phrase mal écrite en français pour ensuite dire les lois du français et la grammaire du français, c'est ça, il faut la respecter, sinon c'est de la merde. Et il faut interdire toute forme de remise en cause du code écrit tel qu'il existe.
Bah, au bout d'un moment, bon, non seulement vous avez rien à faire ici, vous êtes perdu, mais alors en plus, je suis désolé, c'est un gros CSC, quoi. Vraiment. Hein. La CGT qui défend l'indexation des retraites à l'inflation, ce n'est pas défendre l'intérêt des travailleurs. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Il y a un problème de pension de retraite, de toute façon. On a un problème de richesse des personnes âgées. Les personnes âgées sont trop riches. Alors on vient tout le temps me dire, oui, mais les petites retraites. Mais d'accord, on touche pas aux petites retraites, on touche aux retraités imposables. Ouais, ça me va très bien. Mais on sait pas du tout la politique qui est menée actuellement. Mais les salaires ne sont pas, enfin les salaires, le salaire minimum est indexé sur l'inflation, mais les salaires en tant que tels, non. Et puis il y a des secteurs, oui, il y a des secteurs où la retraite est quand même plus basse que d'autres aussi. Hein, donc tout n'est pas, comment dire. Faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Il y a des limites à faire, voilà. Euh, mais il faut voir. Faut voir surtout le problème, encore une fois, le problème des. En fait, le problème, c'est même pas le montant des retraites. Ça, bon, hein, on va revenir. Le problème en France, c'est pas le montant des retraites directement, c'est le reste à vivre. Et le reste à vivre, en fait, dépend énormément de vos dépenses contraintes. Et vos dépenses contraintes dépendent, en France, essentiellement aujourd'hui, de vos dépenses en logement. Et ça, c'est tout le nerf. En fait, on y revient souvent, mais en France, l'un des nerfs de la guerre et l'un des nœuds du problème, c'est le prix de l'immobilier et le prix du logement. Combien ça coûte de se loger. Le syndicalisme, c'est un outil qu'il faudrait vraiment réinvestir massivement. Plein de gens se font enfler par leur employeur parce qu'ils connaissent pas les droits et n'osent pas aller voir ce qui pourrait les aider. Oui. Oui, il y a la question des cumuls des retraites, mais encore une fois, il y a aussi la question de la rente. On va regarder, c'est combien de retraités multipropriétaires? Alors, 24% des ménages détiennent 68% des logements. Voilà, chez les particuliers. 58% des multipropriétaires sont aisés ou plutôt aisés, hein, bien sûr. Contre 34% de l'ensemble des ménages. Voilà, c'est un facteur évidemment très facilitant. Euh... Donc la majorité des ménages propriétaires ne possèdent qu'un logement, évidemment. Ça c'est sûr. Mais il y en a quand même une certaine partie qui ont plusieurs logements. Beaucoup de logements même. Et les ménages multipropriétaires possèdent 2/3 de logements détenus par les particuliers. C'est énorme. Voilà. Les ménages détenteurs de plus de 10 logements possèdent 8% du parc immobilier en France. C'est énorme. Voilà. La question, c'est est-ce qu'il y a une corrélation avec la retraite? Ah, j'ai l'âge. J'ai l'âge. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Dans les ménages propriétaires d'un seul... Pardon, pas d'un seul logement, de... Ah, les mouches, bordel de merde. Bah, c'est simple, plus vous êtes vieux, plus vous possédez de biens. Voilà, enfin, je vais vous le faire assez simplement. Notamment à partir de 50 ans. Les plus de 50 ans, c'est délirant. Genre, les plus de 50 ans,
on va trouver 27% des plus de 50 ans qui ont 20 biens ou plus. Pas parmi les multipropriétaires. Hein. Non, même pas parmi les multipropriétaires. Non, attends, pardon, je suis en train de mal lire le truc. Ménage propriétaire d'un seul logement, 17. Ah, c'est parmi les propriétaires, ok. Faut lire autrement. 27% des gens qui possèdent 20 logements ou plus ont entre 50 et 59 ans, 24,9% ont entre 60 et 69 ans, et 19% ont plus de 70 ans. Oui, en fait, quand tu regardes les chiffres, en globalement, les plus vieux ont plus de logements. Sont tous propriétaires, sont majoritairement propriétaires, et pour beaucoup, possèdent plusieurs logements. Voilà, bon, je vais vous le faire assez simplement. Voilà. Donc les retraités ont les maisons. Voilà. Avec une part quand même assez substantielle de logements vacants quand même. Plus vous avez de logements, plus vous avez de chances d'avoir de logements vacants. À peu près un cinquième. Hein. Au-delà de 5 logements possédés, c'est à peu près un cinquième de vos logements sont vacants. Alors que si jamais vous en possédez 2, c'est seulement 8%. J'ai l'impression que les gouvernements attendent juste que la démographie âgée meure, aucune mesure pour limiter l'épargne des retraités. Bah c'est normal, et puis surtout que c'est les votants, quoi. C'est ceux qui votent pour le gouvernement, donc c'est énorme. Les ménages détenant au moins 5 logements, soit 1 million de ménages, détiennent 50% des logements en location possédés par les particuliers, alors qu'ils ne représentent que 3,5% des ménages. Énorme. Énorme. On a un vrai problème de concentration des richesses dans ce putain de pays. Hein. Beaucoup de SCI aussi. Hein. La dernière donnée. Les ménages possédant 5 logements ou plus, propriétaires d'au moins 5, en gros c'était propriétaire d'au moins 5 biens, tu représentes 50% des bails locatifs. Putain. En gros, pour la faire autrement, c'est 3,5% des ménages représentent à peu près 50% des bails locatifs aux particuliers. Si je comprends bien la stat. Que penses-tu de l'idée qu'avec la protection de l'héritage et le développement des plateformes qui servent d'interface pour le travail, on redevient une rente aristocratique? Oui. 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 Putain de mouches c'est insupportable les mouches. Si je comprends bien. Hein. Il faut savoir que l'essentiel des logements sont dans des aires les résidences, enfin des biens secondaires sont dans des villes de 200 000 à 700 000 habitants. Tendanciellement, ou alors en région parisienne. Évidemment. Personne n'achète personne n'est multipropriétaire de maisons de campagne. Ça n'existe pas. Tout le monde est multipropriétaire d'appartements dans des grosses aires urbaines. C'est du placement en fait. Hein. À Paris, c'est saillant. À Paris, c'est vraiment une grosse part des logements sont détenus par des multipropriétaires.
Faut savoir alors actuellement que la moitié des plus de 40 ans sont propriétaires de leur résidence principale. Je me permets de faire une incise là-dessus sur des fois on m'attaque sur le fait que je suis propriétaire. Oui, enfin c'est une propriété d'usage qui m'a en l'occurrence pas coûté énormément et qui correspond à une logique assez simple de plutôt que donner l'argent à un rentier, je préfère la donner à la banque. Voilà. Ça m'assassine tous les mois, mais bon, oui, du coup, je suis propriétaire, bon, n'ayant pas remboursé, mais ma résidence principale. J'ai pas d'autre résidence, c'est une propriété d'usage. Et il faut savoir que plus de la moitié des gens, de plus de 40 ans, possèdent leurs biens, possèdent leur résidence principale. Y compris chez les ouvriers d'ailleurs. C'est de moins en moins vrai, c'est de plus en plus dur l'accès à la propriété, on en a parlé plein de fois. Là où c'est deux tiers des plus de 65 ans. Deux tiers des plus de 65 ans sont propriétaires de leur résidence principale. Avec une baisse significative chez les plus vieux qui vendent. Alors les plus de 80 ans, ils vendent pour redevenir locataires, notamment dans les maisons médicalisées, etc. Ou les appartements médicalisés. C'est 12% des ménages de plus de 60 ans qui possèdent une résidence secondaire. 14% des plus de 70 ans. Alors que c'est moins de 5% chez les gens de 40 ans. Voilà. Il y a des stats sur le viager. Le viager, ça se perd de ouf. Et la part de résidence secondaire chez moins de 40 ans est vraiment très marginale. C'est quand même un tiers des gens de plus de 30 ans qui sont propriétaires. La moitié des gens de plus de 40 ans. Enfin voilà, ça c'est des chiffres de l'INSEE. Non mais moi je connais un vieux, il est pas propriétaire, alors ouais voilà. Et le problème ça va être la concentration du patrimoine. La concentration du patrimoine par l'héritage. Ça va tout être le problème. Ça va être un problème. Mais les viagers, je suis pas sûr que ça pèse beaucoup. Je sais même pas c'est combien de ventes en viager qu'il y a actuellement en France. Les ventes en viager, quand les gens ils se soignaient pas et qui vivaient comme des clodos, d'accord. Mais alors les ventes en viager, maintenant que les gens sont surmédicalisés et qu'on les tient jusqu'au bout, je suis pas sûr que ça existe encore beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est moins de 5000 ventes par an. C'est rien. C'est rien du tout. Et plus de la moitié des ventes en viager se font dans l'ouest du pays. Voilà. Ça doit être... voilà. Donc le viager... mais de toute façon, les gens n'ont déjà pu les sous pour acheter des biens. Qu'est-ce que vous voulez qu'en plus ils achètent des biens qu'ils peuvent même pas occuper? Moi, mes grands-parents avaient acheté en viager. Mes grands-parents avaient acheté l'extension de leur maison en viager. Ils avaient une baraque qui était pas terrible d'ailleurs. Une baraque qui avait dû être reconstruite. Je sais pas c'était quoi l'histoire de cette maison, mais c'était dans une maison en centre de village, mais la maison était complètement encaissée entre deux grands bâtiments en pierre. Et donc la maison, tu pouvais pas faire le tour de la maison, il fallait forcément la traverser. Il y avait un très grand jardin, très inondable. Dès l'instant que la Marne elle sortait de son lit, c'était très inondé. Mes grands-parents ont été inondés plusieurs fois. Et dans le garage d'à côté, en fait, il y avait une grange garage à côté, avec une espèce de verrière et une partie du jardin. C'était tenu par une vieille qui est morte très peu de temps avant la mort de mes grands-parents. Mais d'ailleurs, je me demande si elle est pas morte après la mort de mon grand-père. Et elle a tenu de ouf, alors qu'elle vivait dans une grange. Elle devait vite fait avoir l'électricité, rien devait être aux normes. Elle devait même pas avoir ni lave-vaisselle, ni machin. Ça devait être, je crois qu'elle chauffait tout à la chaudière au bois. Enfin, c'est genre dans des conditions de vie
de zinzin. Moi, je sais, on allait jouer au rami voleur avec ma grand-mère chez cette personne. Mais j'ai déjà raconté l'anecdote, hein, l'anecdote de la cheminée qui tombe, etc. Machin. Donc mes grands-parents avaient acheté en viager, mais dans les années 90. Même avant, peut-être même les années 80. Et je pense qu'ils ont remboursé au moins la maison une fois. C'est... Ouais. Et donc du coup, tu verses une rente à l'autre personne en échange de tu récupères son bien quand il meurt. Le fameux elle est morte. Ouais. Elle est pas morte. Elle est pas morte à ce moment-là en tout cas. Puis après elle est morte, je crois qu'elle a eu la maladie au corps de Lévy, je crois, donc elle voyait des Roms partout. Des Roms et des Gitans partout. Dans les placards, dans les tiroirs. Elle les voyait pas, dans le micro-ondes. Non, ça je confonds avec une autre grand-mère. Mais elle voyait des Roms elle partout. Et elle avait, du coup elle disait ils sont là, ils vont bien me voler. Du coup elle devenait parano, elle avait peur de se faire voler par les Roms et par les Gitans. Elle était obsédée par ça. Et aujourd'hui, donc moi c'est fou, mais moi du coup j'ai jamais connu la maison de mes grands-parents avec avec la partie en viager qu'ils ont acheté en viager. Genre terrible, hein, mais bon. Non, CNews n'existait pas. CNews est très récent. CNews c'est 2018-2017. Et ça c'était à Chogne, que mes grands-parents appelaient Chouaigne. Mais on parlait pas exactement le même dialecte, et moi. Ils disaient chouet. Moi je disais chaud. Moi je dis chaud. À Chogne. Et eux ils disaient chouaigne. Le nom de village n'avait pas le même nom. Dans leur dialecte et dans le mien. Pas tout à fait en tout cas. Et mes grands-parents avaient un gigantesque jardin, démentiel. Exactement. Mes grands-parents avaient un très très grand jardin. Et tout ce jardin était mon grand-père le mettait à profit pour cultiver. Mais non, il cultivait une surface démentielle. Hein. Il cultivait une surface d'à peu près, je vais vous le dire. Ouais, à peu près 600 mètres carrés. 600 mètres carrés de terrain, 2 jardins. 2 carottes, 2 haricots, 2 petits pois, 2 patates. 600 mètres carrés de terrain. Le vocal fry californien est un dialecte. C'est compliqué. Sociolecte. Moi, j'avais retenu que c'était plus un sociolecte à l'origine. Ça ressemblait quand même plus à un sociolecte, puisque du coup, c'était cantonné quand même à un segment de la population. Je crois que c'était à la base, c'était très féminin et très jeune. Et qui n'était pas qu'en Californie. Mais après, je peux me tromper. Enfin, c'est juste ce que j'ai dans la tête. Hein, ça m'évoque. Et j'aimais bien ce village. J'ai pas vécu longtemps. Hein, j'ai fait ma maternelle là-bas. C'était cool. J'allais chez mes grands-parents tout le temps. Mes grands-parents me gardaient souvent. J'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents. Voilà pour cette note familiale.